On démarre donc avec Sébastien Dumoulin qui a écrit le bouquin qu'il fallait écrire. Voilà, bravo Sébastien. Merci. Non, mais d'ailleurs, vous le datez très exactement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une scène qu'on a tous oubliée en fait. C'est-à-dire, vous démarrez avec, donc, je ne l'ai pas dit, la guerre mondiale des ondes, le roman d'espionnage de la 5G, enfin la 5G et puis tout ce qui va autour, quoi, hein, c'est les télécoms au sens large. Et donc, l'arrestation à Vancouver de la fille du fondateur de Huawei, c'est ça, hein? Ouais, alors... mais elle y est toujours. Elle y est toujours, vous disiez, oui. On a tous oublié, elle n'a pas oublié, je pense. Parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'elle est donc placée en liberté surveillée. Alors elle est chez elle, hein, elle n'est pas en prison. Parce qu'elle est assignée à résidence. Elle est assignée à résidence, elle a un bracelet électronique qui est quand même un gros boîtier plastique attaché au pied. Elle n'a pas le droit de sortir d'une certaine zone, elle a un couvre-feu. Alors vous me direz, là on est en confinement, donc tout le monde s'est un peu habitué à ce genre de vie un peu bizarre, mais elle, ça fait 2 ans et demi qu'elle n'a pas le droit de sortir de ce périmètre et qu'elle n'a pas le droit de sortir de ce périmètre. Allons vite justement sur ce dossier-là, qui nous servira de porte d'entrée sur le reste. Alors c'est un dossier vraiment parallèle effectivement à tout ce dont on parle dans le bouquin qui est autour de la 5G, c'est qu'on l'accuse d'avoir participé à des violations d'embargo sur l'Iran. Vous savez, depuis la révolution islamique et puis toutes les histoires autour de l'ambassade américaine, et puis le programme nucléaire iranien, absolument, etc. Absolument. Les Américains interdisent en gros à toutes les boîtes américaines et au-delà de faire du business avec l'Iran. Et on accuse Huawei d'avoir contourner ces sanctions avec une espèce de coquille en fait qui leur aurait servi à faire du business avec les opérateurs télécoms iraniens. Et cette femme qui est la directrice financière de Huawei aurait personnellement participé en fait à la mise en place de cette stratégie de contournement. Et donc pour ce chef d'accusation là, les États-Unis demandent son extradition pour être jugé aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pas une blague parce qu'elle encourt plusieurs dizaines d'années de réclusion dans une prison fédérale. Donc là, on ne parle plus du tout de la même chose. Tout à fait. Et c'est quoi? Les Canadiens ne veulent pas l'extrader ou les Canadiens hésitent à l'extrader ou... Alors les Canadiens... Il y a une procédure, oui voilà, c'est ça. Avec j'imagine une batterie d'avocats pour extrêmement longue essayer d'éviter l'extradition. Et Huawei étant une des entreprises quand même, une des 50 plus grosses entreprises du monde. Donc vous imaginez la batterie d'avocats qu'il y a derrière. Ouais, mais alors là, c'est là qu'on commence à apprendre des trucs sur... Donc on va peut-être commencer par... Parce que, et c'est là où il est formidable votre bouquin, c'est qu'il y a les deux côtés. Il y a l'accusation, la défense, on va presque le dire comme ça. Mais le dossier d'accusation... Je savais que Huawei était une entreprise particulière, mais c'est quand même une entreprise très particulière. Donc, vous citez à un moment le fondateur de Huawei, donc officier militaire de l'armée populaire chinoise. C'est un personnage très intéressant sur lequel je m'attarde assez longuement. Seuls ceux qui ont été sur un champ de bataille, qui ont tiré des balles, qui ont été blessés, pourront être promus dans mon entreprise. Oui, c'est une organisation militaire, Huawei. En tout cas, c'est quelqu'un, le patron et le fondateur, c'est une personne qui a une culture militaire, parce qu'il a quand même passé je crois une dizaine d'années dans l'armée, avant de fonder son entreprise, qui a gardé cette culture-là et qu'il a appliquée à son business. Et force est de constater que ça lui a quand même vachement bien réussi. Et aujourd'hui, même s'il bien réussi, on va en parler ensemble. On va en parler ensemble. Mais bon, il est en train de s'effondrer. Mais bon, c'est quand même une des rares personnes à avoir personnellement créé une boîte avec $5 000 il y a 30 ans et à en avoir fait le numéro 1 mondial de son secteur. Et il fait tous les bons paris et tous les bons choix. Notamment, je crois, il choisit Android, c'est-à-dire, alors, c'est les deux, les deux versants de Huawei. Voilà, là, il y a le téléphone portable, dont en fait tout le monde se fout finalement aujourd'hui, et puis il y a les équipements de réseau. Et sur le téléphone portable, il fait tous les bons choix au bon moment. C'est ça que vous expliquez bien. Oui. Parfois, il a de la chance. Vous savez, c'était Bonaparte, là, en fait, les 200 ans de Zamore, qui disait quelle est la qualité préférée de vos généraux, c'est la chance. Bon, il y a quand même... Alors, plus récent, j'ai Vincent Bolloré. On aligne les coups de bol et de temps en temps, on vous dit que c'est une stratégie. Voilà. Il y a de ça. Non, mais cela étant, il faut reconnaître que c'est une entreprise qui, par sa stratégie, par ses méthodes de fonctionnement interne et par ses choix industriels, a fait effectivement beaucoup de très bons choix qui se sont révélés payants aujourd'hui. Le haut de gamme, c'est-à-dire que le téléphone chinois, pensez qu'un téléphone, vous alliez pouvoir vendre plusieurs centaines d'euros un téléphone chinois.
personne au moment où il le fait n'imagine que ça va être possible. Et puis le choix d'Android, massivement, alors que Apple à ce moment-là semble indétrônable, hein, c'est ça. Oui, en fait il arrive assez tard sur le marché du smartphone par rapport à tous ses concurrents. C'est quelque chose que vous connaissez très bien. Mais c'est vrai que la vague du smartphone, elle arrive à partir de 2008 avec l'iPhone. Ouais. Mais on commençait, ça faisait déjà 10-20 ans qu'on avait des téléphones portables. Ouais. Et en fait, tous les industriels qui faisaient du téléphone portable vont avoir du mal à passer cette vague, cette étape du smartphone, parce que finalement, ils ont un business qui est super rentable, qui est celui des téléphones à clapet, etc. Et ils se disent, Apple a fait un truc un peu marrant, mais franchement, on ne va pas non plus mettre énormément de billes dessus. Et alors que Huawei arrive... je crois que c'est 2004 ou 2006 le premier téléphone Huawei. Donc il arrive assez tard et il n'a pas de business à défendre là-dessus. Donc il est capable tout de suite d'embrayer sur cette innovation qui va être une innovation de rupture. Et alors oui, c'est ça, c'est que ensuite, à la fois par ses capacités internes et puis sa puissance de R&D, il est capable de mettre au point des appareils que vous êtes capable de payer aujourd'hui plus de 1 000 €. Il y a quand même des appareils Huawei, une marque dont vous connaissiez probablement pas l'existence il y a 10 ans, tout à fait, qu'aujourd'hui vous êtes capable de payer le prix d'un iPhone ou d'un Samsung alors, parce que c'est les meilleurs appareils. Vous étiez catégorie. Parce qu'il n'a plus Google, parce qu'il n'a plus Android. Absolument. Et ça, c'est le premier méchant tacle de l'Amérique à alors, Huawei. On va y aller, mais d'abord, l'aspect militaire. Je ne savais pas ça du tout. Et c'est peut-être ça, en fait, la naissance de la guerre. Vous racontez, la guerre avec les États-Unis, vous racontez qu'il aide clandestinement Saddam Hussein à améliorer ses systèmes anti-aériens avant la Deuxième Guerre du Golfe. C'est la première accusation que les États-Unis ont portée contre Huawei. Et c'est assez curieux parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, effectivement. On a l'impression, en tout cas moi, en tant que journaliste télécom aux Échos, je sais qu'il y a des bisbilles entre Huawei et les États-Unis, mais globalement, j'ai l'impression que tout ça, ça éclate à cette date dont on parlait tout à l'heure, qui est le 1er décembre 2018, avec l'arrestation de la PDG. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, on a l'impression que Huawei est devenu le principal ennemi des États-Unis, en tout cas de l'Amérique de Donald Trump à l'époque. Et on se dit, c'est quand même curieux, cette boîte, ça fait longtemps qu'elle est là. Quand on va au Congrès Télécom, c'est un des plus gros acteurs. Il est partout dans nos réseaux. Pourquoi ? Et en fait, quand on se penche sur l'histoire, on réalise que ça date pas d'hier. Donc Huawei, c'est une entreprise qui a 30 ans, mais dès ses tout débuts, en fait, les États-Unis l'ont eu dans le collimateur. Sans doute en partie... S'il a fait ça quand même... Et d'ailleurs, vous expliquez très bien qu'il n'est pas du tout sûr que ce soit le pouvoir chinois qui lui ait demandé d'aider Saddam Hussein. Il l'a peut-être fait juste par appât du gain, juste parce que c'était un bon marché et qu'il allait gratter quelques millions là-dessus. En tout cas, c'est ce que disent les analystes de l'époque et c'est des trucs que j'ai redécouverts en fait en allant creuser le dossier. Et c'est vraiment extraordinaire de regarder ça avec 20 ans de recul. C'est-à-dire que les analystes américains qui regardent cette situation disent « Bon, alors là, on a une boîte qui est quand même assez extraordinaire qui s'appelle Huawei. Elle va potentiellement poser problème aux États-Unis. Si on veut la contenir, il faut peut-être faire en sorte de lui mettre de lui montrer en fait qu'on est capable d'agir contre elle en la privant de ses fournisseurs. Et ce qui est incroyable, c'est que 20 ans après, on se retrouve... La prédiction de dire que Huawei allait être un énorme problème pour les États-Unis s'est réalisée. Et la prédiction de dire il faut la couper de ses fournisseurs, elle se trouve réalisée. Pardon d'employer cette expression, il n'y en a pas d'autre. Il a joué au con, là, pour le coup. S'il a fait ça, s'il a effectivement aidé Saddam Hussein, dans le climat de l'époque, enfin... En même temps, vous savez, comme beaucoup d'accusations américaines dans ce dossier, comme beaucoup d'accusations américaines dans ce dossier, on n'a jamais les preuves. Non. Donc, mais enfin, il y a des éléments qui sont troublants que vous expliquez très bien quand même. Bien sûr, et les Américains se font un plaisir de vous les mettre sous le nez. Ouais. Mais quand on leur demande des éléments tangibles, en leur disant, vous accusez quand même une des plus grosses boîtes mondiales et la plus grosse boîte de tech chinoise d'être un vecteur d'espionnage et d'être un danger pour nos réseaux. On leur dit, mais est-ce que vous avez des preuves qui nous ont espionnés ? On nous dit, non, on n'a pas de preuves, mais on n'a pas besoin de preuves. En fait, il suffit de regarder l'environnement juridique en Chine pour comprendre que c'est très dangereux. Et c'est un agent des services secrets chinois ou pas ? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Aucun moyen de le savoir. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Par contre, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise privée en Chine au sens où on l'entend chez nous en Occident. Et donc ça, c'est quelque chose que les agences de sécurité ont dû intégrer. L'Europe a dû intégrer, l'ANSSI dont vous parlez a dû intégrer. Et en fait, c'est Guillaume Poupard, c'est ça, le patron de l'ANSSI. Dans une interview aux Échos d'ailleurs, très intéressante et je dirais presque assez impressionnante.
il ne se prononce pas sur le fait de savoir si c'est un agent des services secrets chinois. En revanche, il dit s'il y a un ordre de Pékin, alors il pourra couper le robinet. Il pourra couper le robinet de la technologie, en fait. Il pourra couper le robinet de la 5G. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas être naïf et qu'il ne faut pas imaginer que ça n'arrivera jamais. Et que donc, à partir du moment où vous mettez dans la situation de vulnérabilité, en fait, qui consiste à confier à un acteur étranger dont on sait qu'il peut être contraint par son pays d'origine, la Chine, à endommager vos réseaux. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous vous mettez dans cette situation de vulnérabilité, vous en êtes responsable. Donc, il faut prendre les devants et il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, il y a énormément de choses. Hein. Vous citez un chiffre c'est 75 milliards de dollars de subventions sur 30 ans reçus par Huawei. Alors ça, c'est un autre axe. On voit que les États-Unis, ils essayent tout. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Iran. Parce que ça aussi, c'est les États-Unis qui le disent. Ouais, bien sûr. C'est ça. On va aller chercher, on va dire. Mais ça, c'est une accusation qui est quand même plus large. À la fois sur alors, il y en a deux que je mettrais un peu dans cette même catégorie. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'espionnage industriel, de dire vous nous avez piqué nos idées pour devenir ensuite des mastodontes. Donc vous êtes allé regarder les secrets industriels des Américains et vous les avez repris à votre compte de manière illégale. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est ce dont vous parliez juste à l'instant. Les subventions, les 75 milliards de dollars. De dire, vous avez réussi parce que les banques chinoises vous ont mis des fonds à disposition qui faisaient qu'on était dans une situation qui était pas du tout concurrentielle face à d'autres groupes internationaux qui auraient voulu avoir les mêmes contrats que vous. Et donc vous arrivez, vous êtes capable de faire des deals avec des pays en disant je vous fournis vos infrastructures télécom et puis je vous les finance à des taux qui défient toute concurrence. Et donc dans ces conditions-là, c'est pas équitable. Voilà. C'est pas équitable. Alors c'est vrai qu'il a profité, lui, d'un effondrement total de l'industrie américaine sur ce secteur. C'est-à-dire que vous citez, c'est vrai, quand vous mettez Motorola, Nortel, Lucent, Cisco, et moi qui ai plus de 50 ans, j'ai grandi avec ces entreprises-là qui étaient des forteresses. Des monstres. Des monstres, des forteresses. Motorola. Et qui ont péri corps et biens. On ne sait pas trop ce qu'il en reste. Pendant que Huawei, lui, allait en fait taper les zones blanches américaines. C'est ça, il allait s'installer en fait là où personne ne voulait s'installer. Alors, il a fait ça à peu près partout. C'est-à-dire que c'est une stratégie qu'il a répliquée partout où il est allé. Il a commencé en Chine en disant, parce qu'il faut bien se rendre compte que dans les années 80, donc, Huawei arrive sur le marché, il n'est pas tout seul. Il y a ces géants dont on parle, dont des géants français. Il y a Alcatel qui est présent en Chine à l'époque, qui est un très gros fournisseur d'équipements télécom. Donc Huawei, quand il commence, il a conçu son premier commutateur, les grosses armoires qui servent à faire des échanges téléphoniques. Et il essaye de le fourguer aux opérateurs télécoms en Chine, mais personne n'en veut. Même en Chine, on ne fait pas confiance au petit gars du coin qui a monté son produit technologique, quand bien même il vous dit qu'il est extraordinaire. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu d'aller attaquer les grands marchés où il sait qu'il n'a aucune chance, il va aller dans les campagnes reculées, parce qu'à l'époque... Y compris en Chine. Hein. Voilà, il y a 30 ans, la Chine, c'est quand même très différent. Bien sûr. Donc il va à des endroits où personne ne va. Et il arrive là à vendre ses équipements. Et en fait, ces équipements sont bons. Et voilà. Et ils sont bons et ils sont pas chers, parce qu'ils sont conçus en Chine, parce qu'ils sont produits en Chine. Et là, ça va être la vague qui monte petit à petit. Et une fois que ça se sait, finalement, qu'il y a un industriel local qui fait des très bons produits pas chers, il commence à rafler les contrats en Chine. Ensuite, il réplique cette stratégie à l'international en allant sur des marchés un peu périphériques. Donc Huawei omniprésent en Afrique. Huawei est très présent en Amérique du Sud. En fait, sur tous ces marchés un peu émergents, son premier marché, ça a été la Russie. Et ensuite, il va arriver par la périphérie jusqu'à ces marchés un peu stratégiques. Et la poule aux œufs d'or, pour Huawei, ça a été l'Europe. Sébastien, alors il nous reste 2 minutes. 2 questions rapides. D'abord, donc il est privé maintenant en fait des puces américaines et taïwanaises d'ailleurs. Est-ce qu'il est en danger de mort ? Ah oui, on voit qu'il opère un virage stratégique, mais qui est très compliqué. On voit que les sanctions, elles ont mis du temps à prendre effet, parce que d'abord... je vais vous citer, alors il n'est pas dans votre bouquin, mais quand ils ont publié leurs résultats annuels, c'était il y a à peu près un mois, Eric Zhou, donc il y a des PDG tournants de Huawei, c'est ça, ouais. L'un des 3 PDG tournants de Huawei. Une structure assez compliquée, oui. Nous ne nous attendons pas du tout à ce que les sanctions américaines contre Huawei soient levées. Nous pensons que nous allons vivre et travailler sous ce régime pendant longtemps. Dans ce contexte, notre stratégie est donc de survivre et de nous développer malgré tout. Alors, ils ont quand même des atouts. Ils ont 50 milliards de cash. Ils ont une R&D qui est une des 5 plus grandes au monde. Ils ont un marché intérieur avec 1 milliard d'habitants et les plus grands opérateurs télécoms du monde. Donc, ils ne sont pas morts.
Vous me disiez, est-ce qu'il c'est un arrêt de mort? Mais à l'international, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et cette question des semi-conducteurs, on voit bien aujourd'hui qu'elle est partout, qu'elle pénalise les constructeurs d'automobiles comme des Oui, mais c'est différent. Là, c'est un problème de production qui va être réglé dans 6 mois, dans 1 an. Hein. Huawei, c'est pour longtemps. Absolument, voilà. Et alors, la deuxième question, c'est est-ce que pour vous, c'est la nouvelle guerre froide, c'est-à-dire est-ce que à travers Huawei, les Américains visent en fait la Chine et à bloquer le développement technologique de la Chine? Moi, j'en suis persuadé. C'est aussi ça qu'essaye de montrer le bouquin. Ouais. C'est montrer que Huawei, c'est le premier élément parce que c'est le plus visible, parce que Huawei, c'est l'entreprise technologique chinoise qui sait le plus exporté à l'étranger. Il y a des très grands groupes chinois, mais il n'y a aucun groupe de cette taille-là qui a réussi à avoir une aussi forte présence à l'étranger. Il n'y a aucun groupe de cette taille-là, aucun groupe technologique qui a réussi à être le numéro 1 mondial sur son secteur et qui a réussi à prendre une position où, tout d'un coup, il devenait dangereux pour les Américains. Et donc, ils ont commencé à taper sur celui-là, donc le 1er décembre 2018, comme on disait, et ensuite avec les sanctions à partir de 2019. Mais on voit que depuis, en fait, ça s'élargit. ZTE... Mais ça va bien au-delà des télécoms, en fait. C'est-à-dire, ça va sur les câbles sous-marins, ça va sur les boîtes de semi-conducteurs, ça va sur... là, récemment, Biden a mis des sanctions sur les fournitures d'équipements pour des entreprises de supercalculateurs, donc les très grosses armoires informatiques qui servent à calculer la météo, mais aussi les trajectoires de missiles balistiques. Donc c'est une guerre technologique. C'est une guerre technologique et que Biden poursuit dans la lignée de Trump. Il n'y a eu aucun affaiblissement. Et voilà, je pense que cette date du 1er décembre 2018 par laquelle on a commencé notre conversation, elle sera un jour dans les livres d'histoire parce qu'elle prélude quelque chose d'assez énorme entre la Chine et les États-Unis. Et ça a l'air d'être une sacrée nana quand même, hein. Vous racontez, vous la citez d'ailleurs, opérant la filiale de Huawei en Côte d'Ivoire au moment de la guerre. En Côte d'Ivoire. On parle pas de la même, attention. Hein? On parle pas de la même. On parle pas de la même? Non. Opérant la filiale de la Côte d'Ivoire, c'est la responsable aujourd'hui de la France, qui est une personne extrêmement intéressante aussi. Mais cela dit, la directrice financière de Huawei est effectivement quelqu'un d'assez extraordinaire par son parcours déjà, parce qu'elle naît... Rapidement, on est au bout, dans cette famille, dans la misère, et elle suit l'ascension de son père de manière extraordinaire. Elle se coule finalement dans le moule occidental, ça devient une personnalité des affaires, la numéro 2 d'un groupe international, et tout d'un coup, le ciel lui tombe sur la tête et on l'arrête. Et c'est pas moi qui le dis, c'est son avocat à Vancouver qui disait, c'est un peu comme si la Chine arrêtait Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, quoi. Il y a vraiment... et en plus de ça, c'est la fille du patron. Sébastien Dumoulin, donc ça s'appelle La guerre mondiale des ondes sur Bismart.